protection judiciaire de la jeunesse à cette journée inaugurale. La matinée est en soi inspirante, donc c'est une formidable mise en abîme pour nous. Et vous me pardonnerez d'avoir un propos sans doute un peu décalé par rapport à beaucoup de prises de parole qui ont eu lieu jusque-là, puisque vous l'avez compris, l'école que je représente est une école du service public de l'État et qui forme principalement des éducateurs qui vont intervenir pour le compte du ministère de la Justice auprès d'adolescents en grande vulnérabilité, auteurs d'infractions dans la plupart des cas. Donc ce sont des éducateurs très spécialisés sur le champ de la protection de l'enfance et dans le champ pénal. Mais c'est du coup assez intéressant, je pense, de confronter ce point de vue avec d'autres qui ont été partagés jusque maintenant. Et Rémi nous associe, puisqu'il sait combien dans cette école nous sommes soucieux précisément de nous inscrire dans des filiations de figures inspirantes. Ce sont des dynamiques, en tous les cas intellectuelles, qui nous séduisent depuis longtemps. Rémi lui-même y a contribué. Je ne dévoile pas de secret, j'espère, mais en tous les cas, Rémi est un ami de l'ENPJJ et nous avons une tradition à cet égard dont je vais vous donner les derniers avatars, puisque, à vrai dire, la question des figures inspirantes en éducation, et notamment pour nous en éducation spécialisée, aux confins de l'éducation populaire d'ailleurs, cette notion-là des figures inspirantes, elle est éminemment actuelle, elle est même encore plus nécessaire, j'ai envie de dire, aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, au moment où nous avons inscrit l'école dans le patrimoine roubaisien, où nous avons déménagé l'école en fait de l'Île-de-France aux Hauts-de-France et où on a été amené à nommer tout un tas de lieux de l'école pour commencer à se situer dans un paysage de figures inspirantes. Ça a été la première démarche, si vous voulez, de l'école, sur laquelle j'ai passé très peu de temps parce que ce n'est pas celle que je veux partager principalement. Et mon propos, d'ailleurs, sera poursuivi tout à l'heure par ma collègue et amie Aurélie Roussel, cet après-midi, qui travaille également à l'ENPJJ et qui vous parlera d'une troisième et dernière démarche autour des figures inspirantes que nous avons à l'ENPJJ. Mais donc, la première, historique, si j'ose dire, c'est celle de 2008, lorsqu'on a ouvert l'école à Roubaix, dans les Hauts-de-France. Il a été question de nommer d'emblée toute une série d'espaces de travail, de salles de cours, et qui sont pour l'essentiel des noms évidemment, enfin je dis évidemment parce que c'est une école d'éducation et une école du droit, vous l'aurez compris, qui sont essentiellement des noms de grands pédagogues, de grands juristes, de grands psychologues également, et puis plus tard, il y a eu des noms de grandes figures de l'institution, donc des acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse, parfois qui l'ont dirigé, cette institution, mais qui, en tous les cas, marquent ce que l'école souhaite porter comme figure inspirante. Donc, c'est une démarche assez institutionnelle, c'est une démarche d'élection par l'institution de ce qu'elle estime être des figures inspirantes pour nous tous. Et donc, il s'est agi de trouver des noms qui, à la fois, transcendent des clivages idéologiques, bien sûr, permettent de nous réunir autour de nos missions et autour de ces figures, et qui transcendent les dimensions temporelles. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des gens dont on est à peu près sûr qu'on pourra en parler longtemps et s'y référer longtemps. Donc ça, c'était la première démarche sur laquelle je ne m'appesantis pas parce qu'en plus, elle est, je pense, assez classique dans les institutions d'avoir nommé des salles. La deuxième démarche dans laquelle on s'est inscrit maintenant il y a 4 ans, elle est tout à fait différente, mais elle concourt au même objectif et elle part d'une conviction et d'un constat. La conviction, elle a été partagée tout à l'heure, donc je me permets de rebondir. Elle a été partagée tout à l'heure, c'est que dans une école qui forme des éducateurs, on a le souci évidemment de former, d'accompagner ce qu'on espère être des praticiens réflexifs. Et je rejoins l'idée qui a été énoncée tout à l'heure que cette association de mots est quasiment pléonastique, puisqu'on espère bien que les praticiens en éducation sont adossés à une réflexivité qui est propre à leur champ d'activité, à leur métier, et puis qui leur est propre à eux-mêmes comme professionnels. Donc ça, c'est la conviction qu'on partage complètement et qu'on essaye évidemment de transmettre à nos éducateurs. Mais le constat,
qui justifie donc la deuxième démarche dont je vais vous parler. Le constat, c'est que il nous apparaît que nous sommes confrontés à des mouvements contraires à cette conviction qui sont assez puissants, en tous les cas plus puissants aujourd'hui que jadis. Et on a quelques années de recul pour en parler. Alors, le premier mouvement contraire, mais qui est tout à fait naturel et qui est même salutaire pour le coup, c'est que nous avons des apprenants et nous sommes dans des institutions qui ont toujours l'impression de tout réinventer, de réinventer leur métier, de réinventer leur pratique. Et donc, c'est comme si avec eux, avec l'évolution des institutions et pour ce qui concerne les apprenants, avec leur entrée dans le métier, le monde se réinventait, leur monde professionnel se réinventait. Il y a une espèce voilà, d'avènement, de naissance nouvelle. Et ce mouvement naturel, qui est plutôt, encore une fois, salutaire parce que je pense qu'il soutient complètement aussi l'énergie d'apprendre, ce mouvement qui est complètement salutaire, évidemment, il peut être assez immodeste, c'est-à-dire qu'il peut soutenir la tentation de ne pas se référer à des anciens. Ça, c'est un mouvement contraire, mais qui, encore une fois, est plutôt normal et encore une fois, plutôt sain. Mais il y a deux mouvements contraires qui sont plus inquiétants, en tous les cas, qui nous interpellent, nous, dans nos métiers. C'est d'abord ce que j'appellerais une forme de populisme intellectuel qui touche aussi nos métiers, qui touche des sphères largement au-delà de nos métiers. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, évidemment, qui touche les sphères politiques au sens organisation de la cité du mot, bien sûr, mais qui touche aussi nos métiers, jusque dans des espaces syndicaux où nous constatons qu'il y a des réductions de pensée, qu'il y a un défaut d'adossement à ce qui constitue l'ADN de notre institution et de nos métiers, où il y a un manque de référencement qui parfois peut aller jusqu'à être assumé par des professionnels ou par des représentants des professionnels qui disent ne pas avoir besoin d'un fort adossement intellectuel pour conduire des métiers d'éducation. En gros, si je caricature, et pardon de la caricature, mais un éducateur, il est plus là pour agir que pour penser. Et donc, son action peut tout à fait se passer d'un adossement intellectuel. Ça n'est pas du tout la majorité, évidemment, ni des professionnels, ni des syndicats qui portent cela. Mais c'est quand même une musique qu'on entend aujourd'hui que, sauf erreur, nous n'entendions pas par le passé, en tous les cas, il y a 10 ans. Ça, c'est la première chose, une forme de populisme professionnel. Et la deuxième chose qui nous impacte, comme ça impacte évidemment toute la sphère sociale, c'est tout ce qui concourt, mais vous voyez que c'est très lié à ce que je viens de dire, au raccourcissement de la pensée, au manque de temps pour penser, et là c'est beaucoup moins volontaire, c'est si j'ose dire notre ergonomie de travail, nos organisations de travail, l'accélération des temps, notamment l'accélération du temps professionnel. Il y a eu des très bons ouvrages et des très bons films, même maintenant, qui ont été faits là-dessus, sur l'accélération du temps, qui compresse complètement le temps de la pensée et de la réflexion, jusqu'à ce que des cadres puissent dire, et à leur corps défendant, sans le vouloir, mais puissent dire, tous nos espaces d'élaboration, tous nos espaces de confrontation de pensée sont en train de s'amenuiser, voire de disparaître. Et donc, ça, c'est une vraie préoccupation dans les champs de l'éducation en général, mais notamment dans une école comme la nôtre, évidemment, puisqu'une école qui ne pense pas, c'est une école qui écrit sa propre disparition. Donc, trois mouvements contraires, vous voyez, un, encore une fois, que nous défendons, deux, que nous ne défendons pas du tout, et qui justifie donc que nous ayons choisi de créer, il y a 4 ans, ce qu'on appelle une ruche pédagogique, où nous convoquons les stagiaires, les apprenants, dans une dynamique d'élaboration et de proposition, de confrontation, donc un espace professionnel complètement critique, hors de tous les espaces formels de formation, mais qui contribuent du coup aussi à la formation. Et au sein de cette ruche pédagogique, il y a une des alvéoles, puisque c'est une ruche, qui s'appelle la Maison des figures inspirantes. Et la Maison des figures inspirantes, justement, son propos, c'est d'aider les apprenants, mais aussi les professionnels de l'école, puisqu'on se rencontre entre nous, de les aider à nommer des grandes figures morte ou vivante, puisque j'ai entendu le débat là-dessus tout à l'heure, et je rejoins la collègue qui a parlé par exemple de Greta Thunberg, qui peut tout à fait aujourd'hui inspirer en effet des jeunes générations. En tous les cas, des figures mortes ou vivantes, mais aussi, ce qui est peut-être un peu plus disruptif,
réelles ou fictives, des grandes figures qui ont soutenu l'entrée dans le métier des stagiaires ou des fonctionnaires qui travaillent aujourd'hui dans notre école et qui, en tous les cas, leur ont permis de nourrir un système de valeurs, un cadre d'élaboration critique qui fonde leur place dans le métier. Donc, c'est une espèce, cette maison des figures inspirantes, vous le comprenez par l'image, c'est une espèce de panthéon professionnel, mais un panthéon extrêmement vivant, avec lequel donc un stagiaire ou un professionnel vient dire qui, ou qui au pluriel, hein, a pu l'inspirer pour entrer dans le métier et pour s'y sentir bien, dans des champs extrêmement variés, hein, l'éducation et le droit, bien sûr, puisque ce sont nos spécialités, mais aussi, pourquoi pas, la philosophie, la psychologie, la politique, le sport, la culture, donc c'est extrêmement varié. Mais en tous les cas, ce qui compte davantage que la figure elle-même, c'est l'argumentation qui accompagne l'expression et le partage de cette figure. Il y a une présentation aux promotions d'apprenants de ces figures, donc on partage, il y a un vrai moment formel de partage. Il y a une mise en forme, une élaboration très matérielle. C'est Aurélie d'ailleurs qui sera avec vous cet après-midi, qui anime cela. Il y a eu par exemple un jeu de cartes et une frise chronologique qui ont permis de situer les figures inspirantes. Et ensuite, tout cela est capitalisé et nous permet d'avoir, au-delà des salles qui sont nommées, d'avoir un patrimoine vivant de figures qui nous inspirent collectivement. Donc, on met au pot commun, si vous voulez, des figures qui nous inspirent collectivement. Et puis, il y a une dernière démarche dont vous parlera donc Aurélie cet après-midi et que je ne vais pas déflorer maintenant parce qu'en plus, je pense que j'ai épuisé mes 10 minutes, mon cher Rémi. Donc, voilà ce qu'on voulait partager avec vous en tous les cas, davantage comme approche expérientielle. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir concouru directement au contour épistémologique. Par contre, c'est une approche expérientielle que nous avons initiée dans cette école. Donc, sous ces deux volets-là, le nommage des salles et la maison des figures inspirantes. Et je vous remercie et je te remercie particulièrement, Rémi, de nous avoir associés.